Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Les livres ont le pouvoir de changer notre trajectoire. Offrez un livre neuf à un enfant en milieu défavorisé. Il est ouvert, le micro il est Oui. correct. Je pense que c'est bon. Regarde. Non, le mien, oui, OK. C'est bon. Oh mon Dieu, pourquoi tu l'as mis là? Pourquoi c'est juste fermé? Oh, on a des réflecteurs. Oui! Bon, bienvenue tout le monde. Mon nom est Marie Fradette, d'abord. Alors, on est réunis autour de l'album québécois, autour de cette anthologie, plus particulièrement qui s'intitule « Sur les traces de l'album québécois », que j'ai eu envie de faire avant tout pour le célébrer, pour mettre en lumière tout le chemin parcouru depuis les débuts, dans les années 40, jusqu'à aujourd'hui. Alors, Christiane Duchesne, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais bon, qui est une source inépuisable de culture et d'anecdotes, ouvre avec intelligence la porte à l'anthologie dans une préface touchante qui à elle seule, en fait, va retracer, et à sa façon, un portrait de l'évolution de l'album. Alors, ce que j'ai fait, je fais une petite présentation de l'anthologie, puis après, je vous présente nos invités. Alors, ce que j'ai fait par la suite dans l'ouvrage, c'est retracer 80 ans d'histoire en images. L'anthologie regroupe autour de 140 et un peu plus titres, dont 82 sont présentés et commentés. J'ai fait un choix parmi des œuvres essentiellement québécoises, donc qui ont été pensées, qui ont été imaginées dans ce contexte nord-américain qui était déjà soumis à tout plein d'influences. Alors, des œuvres qui ont su se démarquer, qui ont su participer à une refonte en empruntant de nouveaux chemins en dehors des sentiers battus, ou alors des œuvres qui ont été témoins d'un changement dans l'histoire. Alors, on peut voir à quel point, quand on regarde l'anthologie, quand on lit l'anthologie, on peut voir à quel point l'album s'est émancipé depuis les œuvres bien pensantes et sages des années 40, comme Sur la route avec Jésus, par exemple, jusqu'à la diversité qui est présente aujourd'hui. Mais on peut voir aussi à quel point l'album, la littérature jeunesse, est avant tout une littérature qui s'inscrit dans le social, qui s'inscrit dans l'histoire et qui est avant tout, selon moi, de la littérature, d'abord et avant tout. Alors, on a ici avec nous trois grands de l'album jeunesse. Alors, on a d'abord Bertrand Gauthier. Bertrand Gauthier, bienvenue, grand initiateur de l'album moderne, avec la création des éditions du Tamanoir, qui sont devenues les éditions de la Courte Échelle. Marie-Louise Gay. Marie-Louise Gay, autrice, illustratrice, qui a participé au renouveau de l'album aussi avec Bertrand Gauthier, notamment dans la série Où il va, d'où il vient, éberlué, qui se retrouve dans l'anthologie. Ils ont osé, en fait, mettre en scène des personnages enfants. Marie-Louise Gay a osé mettre en scène des personnages enfants imparfaits. Je pense à l'album La sœur de Robert, qui se retrouve aussi dans l'anthologie, dont les personnages au corps disproportionné, les visages anguleux, vont se jouer beaucoup des stéréotypes qu'on voulait déconstruire à l'époque. Les personnages sortent des cadres, virevoltent dans les pièces où l'ordre ne règne absolument pas.
Et Marie-Louise Gay a par la suite aussi arrondi son trait, ce qui a témoigné aussi de l'évolution de l'album. Et on a Carole Tremblay. Carole Tremblay, autrice présente depuis les années 90 à peu près, depuis cette période où l'album s'est justement affirmé, où on est sorti de la volonté de raconter essentiellement la réalité aux enfants ou défaire des stéréotypes. En fait, c'est une période où on a voulu investir beaucoup l'imaginaire, le plaisir. Et j'ai en tête Roméo, le rat romantique, qui témoigne de cette période-là. Donc, Carole Tremblay, dans cet album-là, joue beaucoup avec la langue, défait les stéréotypes du conte, etc. Vous serez à même de le découvrir. Alors, aujourd'hui, Carole est autrice, mais aussi éditrice à la courte échelle. Alors, bienvenue vous trois. Bienvenue tout le monde. Merci. Alors, j'ai quelques questions à poser à nos spécialistes, à nos grands créateurs de l'album québécois. Alors, première question, d'abord, aujourd'hui, vous allez répondre un après l'autre, là, comme bon vous semblera. Alors aujourd'hui, puis depuis un moment déjà, les enfants sont bombardés, on le sait, par plusieurs sources visuelles, téléphone, jeux vidéo, etc. Qu'est-ce que l'album apporte à l'enfant que toutes ces sources-là, ces autres médiums-là, ne lui apportent pas? Qui voudrait répondre? Bertrand. Je commence. En fait, je fais des tournées habituellement dans les écoles et j'ai l'air révolutionnaire quand je dis que j'ai pas besoin de rien de virtuel. Je ne fais que parler aux enfants et ça a l'air nouveau. Parce qu'on s'attend à ce que j'arrive avec un appareillage et tout. Et je me suis rendu compte que c'est ce qu'ils cherchent, ce contact humain finalement. Et c'est étonnant. Ce qui fait que l'album apporte une façon de rejoindre directement l'enfant, au fond, et de travailler directement avec son imaginaire, au lieu de lui en imposer un, comme on fait maintenant avec l'homo, ce que j'appelle, moi, maintenant, l'homo numericus, parce que l'homo sapiens, je pense que c'est terminé. Moi, je suis encore un homo sapiens, mais je date d'une autre époque, d'un autre millénaire, au fond. Donc, c'est le contact humain, moi, je trouve, et s'approcher le plus possible. Et quand on fait un album, vous parliez tout à l'heure de littérature, de véritable littérature. Quand j'ai commencé à la courte échelle, la grosse bataille, c'était de dire littérature jeunesse et non pas livre pour enfants. Parce qu'on ne parlait pas de littérature jeunesse. Et on parlait même de littérature enfantine. Ça m'insultait un peu. Enfantine. Ça vient de l'espagnol, infantile. La littérature infantile. Donc, juste des petites choses comme ça, de réussir à implanter le mot littérature jeunesse, c'était déjà un grand pas. Voilà. Marie-Louise? Alors, bonjour tout le monde. Je pense que pour moi, l'album jeunesse que je pratique, que je lis, que je dessine et que j'écris depuis très longtemps est un peu comme disait Bertrand, un lien direct avec les enfants parce que l'album jeunesse, pour des enfants qui ne savent pas lire, c'est un album à partager. Donc, il y a déjà, on est avec quelqu'un d'autre, le parent, le frère, la sœur, on partage une expérience. Pendant qu'on lit un album jeunesse, on a le temps de se poser. On contrôle l'image, on contrôle la lecture, on tourne les pages, on n'est pas bombardé par des images agressives, rapides. On est dans un monde qui est très personnel et très intime. Dépendant de l'histoire, l'enfant s'identifie avec le personnage principal, personnage secondaire, le chat dans le coin de la pièce. Mais ça fait un lien très, très spécial et intime et unique pour un enfant, un album. Il est devant un monde qu'il contrôle. Qu'ajouter de plus? En fait, moi, c'est vraiment ça. Je pense que, d'abord, le contact avec le contact humain qui va amener la littérature dans un moment de réconfort, qui va donner ça qui va amener le plaisir de la lecture par le biais du contact humain et de la chaleur de l'amour, en fait. L'amour de la littérature par le contact de l'amour, mais aussi une question de rythme, parce que la télévision, les images, toutes les images d'écran arrivent
tu dois subir le rythme, alors que dans un album, tu prends le temps le temps qu'il te faut pour explorer le texte, pour explorer les images. Tu vas vraiment à ton rythme. Tu peux découvrir les mots à ton rythme, les images à ton rythme. Puis je pense que c'est ça la grosse différence entre l'album et les écrans. Prendre le temps, Prendre puis le se temps. rassembler Oui. entre humains. Les deux grands... Puis qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous appelle dans l'album, dans ce support-là? Qu'est-ce qui fait que vous y revenez? On part à l'envers. Vas-y, en Carole, premier. Carole. On repart. Quand on écrit, on voit dans notre tête les images de toute l'histoire. On voit toute l'histoire qui se déroule comme un film dans notre tête. Et quand les gens lisent, ils voient une autre histoire. Ils font leur propre interprétation de l'histoire. Et quand on écrit, la seule occasion qu'on a de voir dans la tête de quelqu'un qui lit notre histoire, c'est de voir un illustrateur se l'approprier et la transformer en image. Et pour moi, ça, c'est un bonheur à chaque fois. De voir comment quelqu'un d'autre va interpréter mon histoire puis va le mettre en image. Donc, déjà ça. Il y a la collaboration. J'aime beaucoup travailler en collaboration. Moi, j'ai une formation en théâtre. Je voulais écrire du théâtre, ce que j'ai fait un peu, mais peut-être pas assez. Mais et pour moi, il y a un parallèle à faire entre le monde du théâtre et l'album. C'est-à-dire que tu écris une partition qui va être interprétée par quelqu'un d'autre, et puis ça va former un tout qui est au-delà de ta propre création. Donc, c'est cette idée-là que ton histoire soit mise en scène et interprétée par quelqu'un d'autre qui me plaît dans le travail d'écriture. Marie-Louise, étant illustratrice aussi. Oui, justement. Donc, au début de ma carrière, si on veut, j'ai commencé en illustrant les textes des autres. Entre autres, évidemment, Bertrand Gauthier, dont on parle dans cette anthologie. Et c'était vraiment une découverte pour moi de lire un texte. Les mots sont là, mais on décrit pas. On décrit pas le paysage, on décrit pas les personnages. C'est moi qui dois créer ce monde-là. C'est que je suis la créatrice d'un monde visuel, le monde visuel que les enfants pourront, avec lequel ils pourront s'identifier. Alors, ce qui m'épate le plus, c'est de lire un livre à un enfant et de voir l'enfant qui est en train de lire tout seul. Écoute les mots, mais lis l'image. Et alors, pour moi, c'est de donner un pouvoir aux enfants de commencer à s'approprier d'une lecture, d'une histoire, d'un livre. Et ça, je trouve ça vraiment important, parce que l'enfant, il a beau entendre les mots, mais quand il voit l'image et qu'il découvre dans une image des détails qui ne sont pas dans l'histoire, parce que moi, je me plais à faire ça. J'ajoute toutes sortes de détails qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, mais c'est pour les enfants. C'est les clins d'œil directs avec l'enfant. Ça prolonge le texte. Voilà. Justement, ça prolonge le texte. Mais c'est vrai, Marie-Louise, ce que tu dis, les détails. Moi, j'ai remarqué que les enfants, si on leur montre une illustration, ils vont voir les détails. En général, ils vont voir le petit chien là, qui est là, plus que l'ensemble. Comme adulte, on va voir l'ensemble, ils vont voir les détails. C'est ça qui est vraiment fascinant. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'à la fin, quand le livre est publié, si je publiais en même temps tous mes brouillons, ça ferait peut-être un roman. Ah oui. Parce que pour écrire pour les enfants, on travaille fort, chaque mot compte. On en enlève. Au début, c'est toujours la même chose. Au début, on en a trop. On nettoie, puis on arrive à la fin. C'est pour ça que les gens peuvent dire « Ah, il y a juste 3 lignes par page. Facile à faire. Je peux faire ça d'une fin de semaine. » Je leur dis toujours « Essayez, vous allez voir ce que ça donne. » C'est beaucoup, beaucoup de travail. On corrige, on fait lire, on recommence. On laisse une distance aussi à un moment donné. On revient au bout d'un mois. Puis moi, je me dis toujours, parce que j'ai toujours ce problème-là, au milieu d'une histoire, je me dis toujours c'est mauvais. Tout le temps. Là, je me dis toujours, c'est pas si mauvais que tu penses, c'est pas si bon que tu penses, mais continue. Et tranquillement, on en arrive des fois à une synthèse incroyable. Quelques mots, mais derrière ces mots-là, il y en a plein entre les lignes, justement. C'est ça qui est fascinant. Et moi, je travaille avec des illustrateurs. Quand j'avais
Je me rappelle, avec Marie-Louise, je l'avais appelée une fois. Elle était à San Francisco. Je t'avais appelé à 5 heures du matin, je pense. Je m'étais trompé de cadran d'heure. Mais parce que Marie-Louise étudiait à San Francisco à ce moment-là. Et moi, je l'ai approchée pour faire du livre pour enfants, de la littérature jeunesse, en fait, du livre pour enfants. Toi, tu n'avais jamais fait ça. Et on a commencé ça. Et on a commencé avec une série Où il va, d'où il vient, éberlué, qui est assez capoté, ce qu'on peut dire. Éclaté, oui. Assez éclaté. Et c'est ça. Donc, moi, je travaille avec un illustrateur et c'est fascinant de voir l'illustrateur se réapproprier l'histoire à sa manière. J'ai toujours laissé mes illustrateurs travailler ou mes illustratrices travailler librement. Oui. Je n'impose pas un canevas, là, je voudrais ça. Absolument pas. Oui, c'est une adaptation en soi du texte, comme Carole le disait, comme au théâtre. Comme au théâtre. Il y a des histoires qui ne se racontent pas autrement qu'en album. Des fois, il y a des histoires qui nous viennent, on voudrait bien faire un roman, mais finalement, ça se peut pas. C'est la forme et l'album. Si on revient à l'album, c'est que cette histoire-là, sa seule forme possible, c'est l'album. Ouais, c'est important, Carole, ce que tu dis, parce que Jacques Poulain disait, comme un de ses romans, Volkswagen Blues, il l'avait écrit au jeu tout le long. À un moment donné, il a réalisé que c'était pas ça. Il a tout repris comme narrateur. Chaque sujet doit trouver sa forme. Et souvent, on la cherche longtemps, la forme. Des fois, on essaie de faire un roman avec ça. Non, c'est un album, ou c'est une nouvelle, ou c'est un essai. C'est difficile des fois à trouver. Il y a des auteurs qui sont excellents pour écrire des romans, qui sont incapables d'écrire de l'album. Puis il y a des auteurs qui écrivent de l'album, qui ont de la difficulté à écrire des romans. C'est comme une façon d'écrire qui est différente, puis c'est ça, il faut le... Et c'est une forme brève, oui. Très brève. Il faut être capable d'être concis, il faut être capable de couper. Il faut être capable de couper. Puis laisser du lousse. Souvent, dans les histoires aussi, on écrit des choses, c'est beau, extrêmement beau, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire qui est là. Et là, c'est très déchirant de couper ces bouts-là. Ouais. Oui, mais on n'est pas obligé de les jeter. On peut mettre tous ces morceaux coupés dans le tiroir et... Éventuellement, on s'en resserre ou pas. Éventuellement, souvent, ça ne se sert pas, pour moi. Moi, souvent, ça sert. Oui, à la lumière des différents courants des dernières décennies, depuis les années, on va dire 70, est-ce qu'il y a une période qui vous a particulièrement inspiré et pourquoi dans l'histoire de l'album? Je commence? Dans les années 70, 80... Vas-y, Marie-Louise. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment à l'époque où on a commencé à faire des albums au Québec, des vrais albums. Dans les années 70. Voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Pendant des années, on s'inspirait de tout ce qui venait de la France, en général. On lisait la BD. Moi, c'est ça, ma jeunesse, c'était pas des livres québécois, parce qu'il n'y en avait pas. La vie de Jésus, c'est vraiment bien, j'en suis certaine. J'ai pas lu une anthologie à propos de ça, mais disons que c'est pas ça que je voulais lire. Ce que je voulais lire, c'était de la BD. Je voulais lire des livres avec des images, avec... toutes sortes de livres, et tout ce que je trouvais qui m'intéressait, les magazines, Spirou, tout ça venait de la France. Et tout d'un coup, on a commencé ici, moi je dirais en particulier Bertrand, là, qui a vraiment a pris ça au sérieux. Il a pris la littérature pour enfants au sérieux, puis il a dit, on va faire quelque chose avec qui va enrichir notre corpus de littérature qui, en fait, n'existait pas. Mais on avait toutes ces années d'influence européenne. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que je travaille aussi en anglais, donc beaucoup au Canada anglais, c'est qu'eux ont eu une inspiration qui venait de l'Angleterre, mais beaucoup, beaucoup des États-Unis. Alors, quand on compare entre les deux types de littérature pour enfants, anglaise et française, ou le Rest of Canada et ici, on voit, nous, notre héritage européen, français, de BD, on le voit dans nos dessins, on le voit dans l'écriture, on a la fantaisie qu'on retrouve moins souvent, je dirais, dans le Rest of Canada. Voilà. Merci, Marie-Louise. Carole? Non, je suis tout à fait d'accord. On sent notre héritage français, puis qu'il y a une grande différence entre les milieux anglophones du livre jeunesse et on a encore aujourd'hui, je trouve, on a encore une plus grande parenté avec la France, avec l'illustration française qu'avec
que tout ce qui se fait, même ailleurs dans le monde. Là. Mais ça répond pas. Ça répond pas à la question, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une période? Oui, j'en ai la même période que Marie-Louise, bien sûr. C'est que j'avais fait un stage à l'époque. J'avais 34 ans, donc juste avant 35 ans, j'étais admissible pour faire un stage en France. Sur la littérature jeunesse, c'est les éditeurs. Est-ce que tu as fait... L'OFQJ? Oui? Oui. L'as-tu déjà fait? Fait que là, j'en ai profité pour visiter tous les grands auteurs, les grands éditeurs français. Je m'en cache pas. Rui Vidal, à l'époque, Grasset Jeunesse. Il y avait des choses fascinantes. Et quand je suis revenu, j'ai dit, il faut faire passer notre littérature à une vraie littérature. Il faut foncer, là. Il faut faire la grande qualité comme on a en Europe. Parce que là, on s'en allait nulle part. Parce que des années 70, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il se publiait peut-être 5 livres jeunesse par année au Québec. Toutes catégories confondues, là. Ça n'existait pas. Et maintenant, on est à combien? Maintenant, autour de 1000 par année. Ce qui est beaucoup, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à l'époque, c'était d'amener d'un coup, même pas artisanal, à presque inexistante à existante. Il fallait frapper fort. Donc, de 75 à 85, ça, c'est les années où, avec la courte échelle, on a développé surtout, essentiellement, de l'album. Parce qu'en 85 apparaissent les romans, mais ça, c'est une autre... C'est la nouvelle anthologie là, qui suivra le roman. Celle qui va suivre. Mais l'album, à ce moment-là, c'était fascinant de voir l'évolution rapide et l'accueil. Ce qui était fascinant aussi, c'est que c'était lié à un mouvement politique aussi, il ne faut pas oublier, là, la montée du nationalisme. Souvent, on est porté à couper la littérature jeunesse de son environnement social. Et pourtant? On ne devrait pas. Parce qu'il y avait une mouvance d'indépendance, d'être maître chez nous, tout ça, ça suivait, là. La littérature jeunesse suivait aussi, avoir une identité, donner aux enfants québécois des personnages qui leur ressemblaient et non pas toujours à lire des choses qui venaient de l'étranger. Donc, c'est tout ça, ce mouvement-là qui a commencé et qui ne s'est jamais démenti depuis ce temps-là. Donc, les années 70, période inspirante. Disons 75 à 85, C'est pour ça. moi, c'est des grandes, très inspirantes. Puis là, vous avez parlé de la littérature étrangère, mais qu'est-ce qui distingue, selon vous, l'album québécois du reste de la production mondiale, ou en tout cas, de la production étrangère? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est difficile Question à dire. facile. Mais je pense que ça vient beaucoup de l'influence française. C'est ça qui fait que... Mais c'est dur à dire c'est quoi notre particularité. C'est dur à dire pour nous, vu qu'on est dedans, c'est nous. Puis c'est difficile de se mettre de l'extérieur puis de voir. Peut-être qu'il faudrait poser la question à un éditeur polonais qui regarde ce qu'on fait puis qui se dit... J'imagine. Oui, mais chaque pays, c'est surtout dans l'illustration, je pense que ça se voit. Chaque pays, quand on voit à Bologne, à la foire du livre jeunesse de Bologne, on voit tout ce qui se fait ailleurs, puis on voit les identités culturelles par l'image beaucoup. Puis, c'est ça. La première fois que moi je suis allée à Bologne, je me suis dit, on est un petit pays, je sais pas, j'avais l'impression je me sentirais envahie par tout ce qui se fait ailleurs, que tout serait mieux, un petit peu de sentiment d'infériorité. Et quand je suis arrivée là, je me suis rendu compte que non, ce qu'on fait ici est vraiment de la qualité et vraiment se place tout à fait avec honneur dans tout ce qui se fait à travers le monde, là. Puis, voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais je trouve quand même je reviens là-dessus, une parenthèse avec ce qui se fait en France dans la fantaisie, aussi dans l'audace de sujet, beaucoup dans l'irrévérence de l'humour qu'on ne retrouve pas forcément dans le milieu anglo-saxon. Je pense que l'humour, la fantaisie, l'imagination, c'est vaste ce qu'on fait ici. Bien, en fait, tous les genres littéraires, maintenant, la littérature jeunesse à part entière, dans le sens où tous les genres littéraires sont exploités maintenant. Mais la première fois que je suis allé à Bologne, moi, Carole, c'est que je suis revenu en me disant, il faut que j'achète les droits de ça, de ça, de ça. Là, je suis revenu puis je me suis dit, hey, commence pas ça. Tu as fait quelque chose pour faire de la littérature québécoise. Ça a été difficile de ne pas commencer en achetant les droits.
Il fallait revenir, parce qu'acheter des droits, ça coûte beaucoup moins cher. Tu achètes des droits, ça coûte moins cher que des fabriquer les livres. Mais là, je suis revenu au mandat de refaire une littérature québécoise qui était à elle, qui s'appartenait. Mais oui, je suis d'accord que ça coûte moins cher, mais je vais juste ajouter qu'on n'achète pas des droits juste parce que ça coûte moins cher, mais parce qu'on trouve qu'il y a des livres qui sont tellement merveilleux, qui méritent d'être lus aussi par Oui. les... Mais le contexte a changé. Oui. Moi, à l'époque, si j'avais commencé à faire des traductions, on ne faisait pas le cheminement. C'est plus le contexte que je décrivais. Parce que maintenant, vu que c'est une littérature on à t'en part remercie entière, aujourd'hui. on a un échange. On peut des échanges de droits. C'est pas la même chose. Là. Pas dans le même contexte du tout. Oui, Marie-Louise? Moi, j'aimerais juste ajouter, avec mon chapeau d'illustratrice, que pour moi, ça a été vraiment étonnant de voir l'importance que les illustrateurs et illustratrices québécoises ont eu sur un marché mondial. Avant, personne ne nous connaissait. On travaillait dans notre pays, un petit peu au Canada et tout. Mais maintenant, il y en a... on les connaît, là. Il y en a des tonnes qui font des livres partout, qui illustrent des livres partout. Certains écrivent aussi, ou certains écrivent. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a eu un changement, un revirement. On est devenu vraiment là, au niveau de l'image. Au niveau des textes aussi, peut-être, je dirais. Mais dans l'album, c'est sûr que l'image est primordiale. J'ai beau être autrice, je veux pas... Si on n'avait pas les illustrateurs, illustratrices pour mettre les livres en images, nos textes, ils iraient nulle part. Parce qu'ils sont faits pour l'album. Ils sont faits pour l'album. Voilà. Mais dans tous les domaines, maintenant, quand on voit même dans la littérature adulte, on est sorti du folklore complètement. Quand Kevin Lambert remporte des prix en France, beaucoup de succès partout, le Québec est maintenant sur la scène mondiale, a son identité. On existe. On existe culturellement. On existe culturellement. Invité d'honneur au Salon de Paris. Culturellement, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Est-ce qu'on est en 2023 plus audacieux, plus enclin à nous soumettre à la censure que dans les années 70? Est-ce qu'on est plus game ou pas? Oh! C'est hâte d'entendre. Juste une anecdote. Quand à la Courte Échelle, il y avait un livre très célèbre, très populaire qui s'appelait « Venir au monde » de Marie-Francine Lébert. Qui est dans l'anthologie, d'ailleurs. Venir au monde. Oui. Non, c'est parce que c'est l'autre qui est... Voyage de la vie. Voyage de la vie. Donc, à un moment donné, il était épuisé. On se faisait demander parfois de le rééditer. Puis, on a voulu le refaire. On n'avait plus les fichiers. C'était un livre qui datait quand même des années 80. En fait, tout ça était un peu compliqué. Puis, je me suis dit, faudrait refaire un livre sur comment on fait les bébés parce que il y a une demande pour ça. Puis, je suis allée voir qu'est-ce qui s'était fait à travers le temps. À la bibliothèque, là, j'ai pris plein de livres sur le sujet. Puis, je me suis rendu compte que plus on reculait, plus c'était explicite. Plus il y avait des images explicites, des explications du texte qui vraiment détaillaient comment on fait les bébés. Entre une maman et un papa. Et puis que plus on avançait, plus c'était... les métaphores étaient plus opaques, on va dire. Donc, je pense que certains sujets, c'est plus... il y a plus... On peut dire que c'est plus censuré, c'est moins... on a moins d'audace, mais... mettons sur le sujet qui touche peut-être à la sexualité frontale. Mais sinon... Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont maintenant abordés qui n'étaient pas à l'époque. La violence familiale, la mort périnatale. Il y a des sujets vraiment durs autour de la guerre aussi qui n'étaient pas avant qui n'étaient pas abordés, mais qui sont maintenant... On a le courage et la façon... Ils retrouvent la façon de les traiter pour les enfants. Donc, un peu oui, un peu non. Oui, un peu non. Marie-Louise? Moi, je pense que... Pour moi, la censure grandit parce que le côté bienveillance, le besoin de faire des livres pédagogiques qui expliquent tout aux enfants. Et là, on fait très attention. On fait attention au sujet, on fait attention au genre. Et moi, si je peux citer un exemple un peu, je dirais, ridicule, dernièrement, mes livres ont été interdits
ont été retirés des bibliothèques de l'Alabama, aux États-Unis. Alors, c'est un livre qui s'appelle Stella. Stella, raconte-moi une histoire. Vous connaissez un peu Stella? Je sais pas. Moi, j'ai pas trop de problème avec un petit personnage comme ça. Malheureusement, j'ai un nom qui porte à problème en Alabama et mon livre a été retiré parce que je m'appelle Marie-Louise Gay, G-A-Y. On s'est rendu compte au bout de quelques jours que ce livre-là n'était pas du tout un livre horrible à lire. Et on en a parlé partout à travers le monde, sérieusement, du fait qu'on ait censuré un livre à cause de mon nom. Et moi, la seule chose dont je suis fière dans cette histoire-là, c'est que on va espérer que beaucoup de gens ont vu le côté ridicule de censurer, d'ôter des livres, de les retirer parce qu'on a peur de quelque chose, on a peur d'une idée. Et ça s'arrête. On met des mots-clés, on met des algorithmes, et puis, et vlan. Combien de livres ont été censurés comme ça ou retirés? Moi, je trouve ça vraiment épeurant. Alors, moi, ça me montre ce côté, on est devenu tellement peureux. Les gens sont tellement peureux, on a peur d'aborder des sujets. Mais en fait, c'est que n'importe qui porte une plainte. J'appelle ça des micro-groupes. Oui. Micro, pas des c'est des micros, là. Une personne, une plainte, on coupe. On coupe l'œuvre. On fouille pas. Et avec les médias sociaux, ça va vite. Vous couchez à 10 heures un soir, puis le lendemain, vous regardez, votre nom est là, puis c'est fait. Vous êtes condamné, puis oubliez ça, là, essayez pas de vous défendre, c'est fait. C'est ça qui change. C'est que c'est arbitraire. Très, très arbitraire. C'est pas fouillé. On se demande pas, on enlève. On coupe. Et les instances en place sont frileuses de plus en plus. On l'a vu avec l'Université d'Ottawa. On l'a vu à des endroits où les instances ne protègent pas les créateurs du tout. S'en occupent pas. Débrouillez-vous. Moi, quand j'écris maintenant, je dois l'admettre. Je fais attention. Même quand les mots, je dois faire attention. Je dois essayer de trouver une façon de l'exprimer. Je n'appelle pas ça de la censure. C'est plus une c'est de l'autocensure un petit peu, oui. Il faut vivre avec ça maintenant. Mais on est conscient des sensibilités. Il faut demeurer conscient des différentes sensibilités, puis faire attention. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on relit maintenant qui ont été écrits il y a 15-20 ans, puis... Oui, mais ça, Carole, je trouve ça épouvantable. Oui, mais... Ce qu'en Grande-Bretagne, on est en train de faire, Ah oui, donc, on refait. oui. On engage des lecteurs sensibles, ce qu'on appelle des lecteurs sensibles, qui vont relire des choses d'une autre époque, du début du 20e siècle, disons, et qui vont les réadapter en fonction des valeurs de maintenant, des sensibilités de maintenant. C'est incroyable. C'est un refus de l'histoire. C'est du révisionnisme. On refait l'histoire en fonction de maintenant. C'était ce qu'on faisait en Chine à l'époque, du révisionnisme historique. Oui. Carrément. Et on risque de passer à côté de faits que l'humanité a vécu. On va les oublier, on les tasse, on les change. Ça ne fonctionne pas, ça. L'histoire, c'est l'histoire. Moi, je suis d'accord. Il ne faut pas répéter l'histoire. Si on ne veut pas la répéter, il faut la connaître. Et ça, je trouve ça épouvantable. Oui, sans être révisionniste, je comprends. Je suis non plus pas du tout à l'aise avec l'idée de réécrire les histoires qui ont été publiées il y a 50 ans. Mais je voulais juste dire que quand on relit certains livres, on se dit « Ah oui, peut-être qu'on aurait pu être plus délicat. » Qu'on a un petit choc à découvrir certains mots, certaines façons d'aborder les choses. Alors maintenant, on va faire plus attention pour pas répéter ça. Mais je n'irai pas jusqu'à tout réécrire pour... Ben, c'est ça. Un auteur de maintenant, c'est correct. Tu es vivant, tu fais ton livre. Tu vis avec, ta société morts, aussi, avec la sensibilité de la... Non. Mais les auteurs d'une autre époque, c'est terrible de faire ça. On revise complètement. Ce qui m'inquiète aussi, parfois, c'est l'instrumentalisation des livres pour enfants et des albums. C'est-à-dire qu'on voit souvent régulièrement des parents qui vont chercher un livre pour régler des problèmes d'éducation avec leurs enfants, pour apprendre à ne pas faire pipi au lit, des livres... donc, ce serait une espèce de livre-outils qui, je trouve... casse que ce qui devrait être vraiment la littérature. Ça va...
c'est des manuels d'éducation ou pour passer des messages très clairs, bienveillants, mais des fois trop bien pensants. Mais ça, c'est l'âge. C'est le fait que la littérature jeunesse a ses lettres de noblesse maintenant. Il y a de tout. Comme la littérature adulte, il y a de tout. Maintenant, il y a de tout. Il y a toutes sortes de tendances. Il faut continuer à se battre pour qu'il y ait encore des livres. Il faut continuer à faire des livres qui En fait, il faut se battre pour que la littérature reste de la littérature. Oui, c'est ça. Voilà. Puis le problème avec la censure, c'est souvent aussi une méconnaissance. Les gens vont mettre de côté les livres, comme le livre de Marie-Louise Gay, sous prétexte que c'est peut-être dangereux, mais avant même de le lire. Il est là, c'est un gros problème, ça aussi. C'est arbitraire. La méconnaissance, oui. Puis comment vous décririez la production d'aujourd'hui, donc la littérature qui se fait aujourd'hui? Comment vous décririez ça? Bien, polymorphe, on peut... Oui. Vraiment multiforme, il y a vraiment de tout. Et je pense aussi que les frontières de ce qui définissait l'album s'ouvrent aussi. Quand on a commencé un album, c'est assez formaté. Souvent, il y avait même des formats assez standards, carrés, puis c'était 24 ou 32 pages, un album, c'était pas mal ça. Puis c'était une histoire, en gros. Des fois, il y avait des petits concepts plus rigolos, mais puis maintenant, ça s'ouvre. Des fois, ça va être à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, à mi-chemin entre le premier roman et l'album. Le nombre de pages va augmenter, puis les frontières deviennent de plus en plus floues sur ce... Est-ce que c'est vraiment un album? Est-ce que c'est des fois à mi-chemin entre la BD et l'album? Des fois à mi-chemin entre le roman et l'album? Entre le roman graphique? On ne sait pas trop comment les caser. Ça prend plusieurs formes qui vont au-delà de la définition qu'on avait de l'album, même jusqu'à il y a 10 ans, je dirais. Marie-Louise? Bien, je dirais essentiellement la même chose. En ce moment, tout est permis au niveau des albums. On peut regarder, par exemple, pour moi, l'avènement du roman graphique, c'est vraiment un mélange tellement intéressant d'images et d'histoires qui s'adresse à peut-être des enfants un peu plus vieux, là, peut-être ceux qui savent déjà lire, mais il y a quelque chose, on développe des nouvelles formes, finalement, des pages qui se déplient, des albums beaucoup plus longs, des références aussi à d'autres albums. Alors, pour moi, c'est comme on est dans un âge d'or, d'exploration. Je dirais, par contre, le bémol là-dedans, c'est qu'on en fait trop et qu'il y a beaucoup de livres dont on pourrait se passer, qui sont faits... Ouais. Je les nommerai vraiment pas, OK? Vraiment pas aujourd'hui. Ça serait trop long. Ça serait long. Je ne sais pas. Mais effectivement, on est passé de quelques livres par année à des tonnes de livres. Regardez ici, il y en a tellement. C'est impossible de tous les connaître. Alors, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Bertrand? Bien, en fait, l'album, on va parler de l'album, ce livre superbe. D'ailleurs, il faut remercier Nadine comme éditrice et toi. Oui, merci. Vraiment, parce que c'est un livre sur l'album littéraire. Absolument. Parce qu'il y a des éditeurs, c'est sûr, c'est une opération délicate. Parce que c'est une opération pour pas se faire aimer pour beaucoup de monde. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été choisis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été choisis. Hein? C'est vrai. Pas évident. Mais quand on le regarde vite, parce que je l'ai eu seulement dernièrement, quand on le regarde, c'est vraiment la littérature qui est privilégiée à 100 %. C'était le but. Oui, c'était le but. C'était le but. Et ça, c'est bon parce que c'est un témoignage aussi d'une époque, de quand même toute une littérature qui s'est construite. Et le grand défi des prochaines années, c'est que cette littérature, qui est vraiment de la littérature, garde sa place dans le marché. Parce que là, vous avez, comme dans tous les autres domaines, que ce soit littéraire ou autre, des gens qui font des livres en série, qui font des livres comme on fabrique des livres. Et ces gens-là, ces éditeurs-là, ont droit de citer, puisqu'on était dans une période de maturité, mais ça risque d'être de plus en plus difficile pour les littéraires de garder leur place. Ça va être ça, la grande bataille. Il faut que les littéraires se battent pour conserver leur place dans les prochaines années, face à cette multitude de productions.
Oui, il y a une différence entre le livre et la littérature. C'est exactement ça. Le livre qui est un objet et la littérature qui implique un passé esthétique, littéraire. Et c'est ce qu'on voit dans Un avenir littéraire. Oui, un avenir aussi. J'aurais une petite question. C'est quoi un bon album pour vous? Et à l'inverse, je dirais un mauvais. Sans nommer de nom, bien sûr. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bons et de mauvais albums. Il faut que tu trouves l'album qui résonne en toi. Mettons, je me mets dans la peau de l'enfant qui va aller te chercher, qui va te faire plaisir, qui va t'amuser, qui va te toucher, qui va t'émouvoir, qui va te faire voyager. S'il y a des albums, c'est chacun... C'est ça, il n'y a pas de règles, je dirais, de recettes magiques pour faire un bon album. En tant qu'éditrice? Ouais. Même pas en tant qu'éditrice? Mais après, c'est moi... c'est aussi ce qui va... L'enfant en moi, quand j'ai comme éditrice, que je vais voir qu'est-ce qui va résonner en moi, qu'est-ce qui va être. Mais après, chacun, c'est des choix personnels. Puis, ce que je considère comme un bon album, c'est pas... Je fais des choix comme éditrice, mais ça veut pas dire que je considère que les textes que je refuse sont pas bons. Non. Et que c'est juste que moi, on produit une quantité limitée de titres par année. Je vais les sélectionner très rigoureusement parce que faut que j'aie envie de travailler dessus longtemps. Je veux accorder toute mon attention, toute mon affection à ces livres-là. Après, j'en laisse aller des fois un peu à regret. Puis après, puis il y en a que moi qui me touchaient pas du tout et que je vois après publier ailleurs, qui connaissent un grand succès. Donc, je sais que ça veut rien dire un bon album, un mauvais album. C'est chacun va y trouver. Ouais. Marie-Louise? Moi, je pense que c'est vraiment tellement personnel. Il y a des livres que je regarde la page couverture, mais je ne veux même pas regarder le livre parce que l'illustration ne me plaît pas. Déjà, c'est mauvais pour moi. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est le rapport de l'enfant avec un album que moi, je pourrais considérer mauvais. Puis l'enfant est absolument enjoué et excité, il s'identifie avec un personnage. Puis moi, je regarde ça, puis je dis, oh boy, c'est pas ce que j'aurais choisi. Et c'est pas si j'ai à le lire à un enfant, c'est ce que je choisirais. Mais c'est ce rapport intime. On est comme les adultes sont pareils. T'as un livre qui te plaît, c'est parce que ça va chercher quelque chose de très important. On reconnaît une émotion. Alors, pour moi, c'est ça qui détermine ce qui est mauvais ou bon. Moi, si je lis un livre, je n'en nommerai pas, mais si je lis un livre qui me dit absolument rien, ben c'est un mauvais livre. Pour moi. Puis un enfant a peut-être moins de goût, va s'amuser pendant un bout de temps avec des livres qui sont moins bons, mais éventuellement va rechercher des livres avec lesquels ils vont s'identifier. C'est très subjectif. Très subjectif. Pour vous, Très subjectif. Oui, c'est ça. J'aurais peut-être une dernière question. En fait, je ne sais pas si vous avez eu le temps de feuilleter l'album ou ça peut faire partie de l'anthologie ou non, mais est-ce qu'il y a un album dans l'histoire de l'album jeunesse au Québec qui vous a marqué, que vous y revenez ou qui vous intéresse particulièrement? Carole. En feuilletant l'album, moi, celui qui m'a plus rappelé des souvenirs qui me motivaient à écrire, c'est Que font les filles avec toutes ces dents de Michel Béat. Philippe Béat. Puis je travaillais en bibliothèque à cette époque-là. Puis j'adorais ce livre et la folie du dessin de Philippe Béat. Et puis j'ai voulu écrire en espérant qu'un jour j'aurais un livre illustré par Philippe Béat, ce qui n'est jamais arrivé. Ah, ben il faudrait lui demander. C'est vraiment, à l'époque, comme c'était... oui. Et Philippe a aussi, comme Marie-Louise Gay, je trouve, vraiment modifié son illustration depuis les années 80, lui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu vraiment une évolution dans son trait aussi, comme Marie-Louise. Et Marie-Louise, c'est toi? Oui, bien, j'ai pas vraiment regardé l'anthologie. Non? Je viens juste de... Alors, je peux pas dire là-dedans... Non, mais peut-être pas là-dedans, mais album. Dans les livres, oh mon Dieu, il y en a tellement. C'est difficile de penser comme ça. Ouais. Hein? Pas obligé. Non, je sais. Je pense que je vais pas... Ça peut être la série Où il va, d'où il vient, Éberlué. Et là, ça m'a beaucoup impressionnée parce que j'ai passé des heures et des heures à dessiner ces personnages-là. Mais là, ben non, je ne sais pas quoi dire en ce moment. OK. Alors, on va laisser Bertrand. Une fenêtre dans ma tête.
Ah! servi de couverture au livre. D'ailleurs, c'est bien de pas... Il n'y a pas le nom d'éditeur sur le livre. Non. C'est fascinant, parce que c'est comme un livre collectif. Merci. Et une fenêtre dans ma tête, parce qu'il y a un souvenir attaché à ça. Parce que Roger Paré, qui est mort, ça fait 2 ans maintenant, je crois. Paris, 2 3 ans. ouais. 3 ans, oui. Roger Paré travaillait à Radio-Canada. Il faisait des illustrations pour les émissions pour enfants, l'émission Une fenêtre dans ma tête. Et ces illustrations étaient sur les murs. Donc, on les voyait pas à l'émission, là, on voyait pas. Moi, Raymond Plante m'amène à Radio-Canada, me présente Roger Paré, je vois ça. Du Bruegel. Le pain de Bruegel, vraiment. J'ai eu un choc. Puis ça, c'était en 79, donc c'était des livres comme ça que je cherchais pour aller au niveau où il fallait aller. Et là, une fenêtre dans ma tête, là, Roger Paré, ceux qui l'ont connu, il était toujours un peu réservé, genre, oh, c'est pas bon ce que je fais, hein, c'est pas bon. Donc, il a exigé que ça soit un graphiste de son choix. J'ai pris un graphiste de son choix. J'ai tout fait. Et à la fin, on était sur le point d'imprimer. Il dit, je veux plus. Je veux plus, c'est pas bon. Je dis, Roger, c'est malheureux, mais j'ai un contrat avec toi, puis je le sors, moi. Tu me poursuivras. J'ai un contrat. On a sorti le livre, et savez-vous ce qui est arrivé? Il a gagné le prix du Conseil des arts, qui était l'équivalent du gouverneur général à l'époque. Il a gagné le prix de l'illustration. Et ça reste un beau souvenir, parce que Roger Paré, c'est quand même en 79, d'amener une telle qualité d'illustration, c'était fascinant. Et lui, ça passait dans les émissions, mais on ne les voyait pas. C'était sur les murs, des fonds de décor. Du Bruegel comme fond de décor. Il fallait sortir ça du décor. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Bertrand. J'avais-tu encore une question? J'avais encore une question. Peut-être... en fait, Nadine m'a dit que j'ai encore une question. J'ai encore du temps? J'ai encore du temps. En fait, c'est parce que là, vous n'avez pas regardé l'anthologie, mais je vous aurais demandé, en fait, quel album vous auriez aimé voir là-dedans? Parce qu'il y en a seulement 80 qu'on a retenus. 82. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être pleurer de ne pas voir leur album se retrouver dans l'anthologie. Mais je ne sais pas, quelque chose qui aurait pu faire partie de l'anthologie? Moi, je n'oserais pas faire une critique de cette anthologie qui est très bien faite. De toute façon, à 80, il y avait des milliers de possibilités. Absolument, oui. Il a fallu établir des critères assez serrés. Je trouve que c'est assez équilibré comme choix. Est-ce que moi, je pourrais vous poser une question? Oui. Alors, justement, s'il y avait des milliers et des milliers de choix, comment êtes-vous arrivé à ça? Là, d'abord, premier critère, en fait, c'était de retenir seulement les auteurs-illustrateurs québécois. Donc, out s'il y avait un duo d'auteurs québécois, illustrateurs étrangers, donc essentiellement québécois, pour prendre le pouls, justement, de cette littérature qui était faite ici, dans ce contexte nord-américain qui est soumis à plein d'influences déjà. Premier critère. Fait que ça a éliminé quelques titres. Après ça, on s'est dit, on veut que le rapport texte-illustration travaille de concert, qu'il n'y ait pas le texte ou l'illustration qui fasse ombrage à l'autre médium. Et que chaque texte, chaque album qu'on retient aussi ait quelque chose à dire de nouveau, apporte quelque chose, transforme la littérature. Il y a des textes qu'on a retenus, par exemple, Ma vache Bossie de Gabriel Roy, qui est très, très, très traditionnel, qui est paru en 1976, fait à l'époque où l'album moderne apparaît. Mais justement, on l'a conservé parce qu'il permettait de voir la transformation du milieu à l'époque. Il permettait de trancher. C'est qu'on a retenu ça, puis à chaque fois que je choisissais un album, je me posais une question, puis c'était pourquoi cet album-là doit se retrouver dans l'anthologie? Et là, si ça répondait aux critères, on le gardait. Mais il fallait vraiment que ce soit des ouvrages qui étaient esthétiquement et au point de vue littéraire, au point de vue graphique, esthétique, qui soient porteurs de quelque chose qui se transformait, qui apportait quelque chose de nouveau.
Puis pour la nouvelle, pour la dernière décennie, ça a été plus difficile parce qu'il y en a, comme on a dit, une surabondance. Mais on a quand même, je m'en suis tenue aux critères, puis on a réussi à choisir des titres parmi toute cette abondance-là. Voilà. Pour la mettre à jour dans 10 ans, déjà, il faut se mettre au travail. Oui, c'est ça. Là. Il y a déjà 3 ans de presque 3 ans de fait. Là. Fait que j'accumule les albums et je fais des choix déjà. Ou pas le choix. Ben, ça fait le tour. On a terminé. Alors, je vais remercier Carole Tremblay. Merci beaucoup, Carole. Merci, Marie. Merci, Marie-Louise Gué. Merci, Bertrand Gauthier, d'être venu jouer avec nous autour de cette anthologie sur les traces de l'album québécois. Vous allez pouvoir la découvrir plus longuement et faire des critiques après, peut-être, faire une critique ou pas. Bien, merci tout le monde d'avoir assisté à cette présentation de l'anthologie. Bonne journée au salon.